Non, ouais, carrément, il y a trop un truc à faire. Mais du coup, faudrait qu'on ait une espèce d'intro de youtubeur, mais bien cringe, quoi. Oh putain, oui, t'as raison, oui. Attends, je sais, j'ai une trop bonne idée. Salut Salut les les dresseurs! dresseurs. Et bienvenue pour cet épisode de Culture Poké. Alors, Culture Poké, c'est quoi? C'est notre envie à tous les deux de vous faire découvrir des choses, souvent en lien avec le monde animal, on va pas se le cacher, mais en partant à chaque fois d'un Pokémon. Et pour ce premier épisode, il fallait choisir un Pokémon emblématique. On a donc choisi Oui, Pikachu. bon, c'est une souris, elle est jaune, elle fait de l'électricité. Allez. Euh, bah, euh, euh, pour ce deuxième épisode, il fallait un autre Pokémon emblématique de la série. On va donc cette fois s'attaquer à Salamèche. Ah ben voilà, un bon sujet. Alors, Salamèche, c'est un Pokémon de la première génération, le numéro 4 du Pokédex de Kanto. C'est évidemment le meilleur starter toute génération confondue, et ce, au détriment de Bulbizarre et Carapuce, qui sont les solutions de rechange au début de l'aventure Pokémon bleu ou rouge. Alors, ce qui caractérise le plus Salamèche, excepté le fait qu'il soit extrêmement mignon, c'est le feu, les flammes, ça brûle, putain! Et d'ailleurs, on retrouve bien ça dans son petit nom. Salamèche, c'est composé de deux mots, salamandre et mèche. Et comme la mèche d'une bougie qui brûle, ça se tient. Ça se tient, c'est pas non plus si logique que ça. Comment ça, c'est pas si logique que ça? Bah alors, pour comprendre ça, faut déjà qu'on parte sur deux bonnes bases. C'est quoi une salamandre? On pense souvent à un lézard, mais non, c'est des amphibiens. Donc si on veut, les salamandres, c'est un peu les cousines des grenouilles et des crapauds. Et des salamandres, il y en a un paquet. La plus connue, ça reste la salamandre tachetée, qu'on retrouve un peu partout en Europe, mais ça peut aussi ressembler à ça, ou encore à ça. Bon, tu vois peut-être pas trop le rapport avec Salamèche, ok, je te l'accorde, mais si on prend celle-là, regarde, je lui ajoute une petite flamme, paf, c'est lui. Ok, mais ça explique pas pourquoi c'est pas logique. Ben, parce que s'il y a une chose qu'on peut pas dissocier des amphibiens et donc des salamandres, c'est l'eau. Comme les grenouilles, les salamandres, elles pondent dans l'eau déjà. Et d'ailleurs, chez certaines espèces, comme notre salamandre tachetée, les femelles ne pondent pas des œufs, mais des larves. Pondre des larves? Mais soit un animal il pond des œufs, soit il met bas. Mais ça se dit pas de pondre des larves. Alors oui, sur le principe, t'as raison. Mais ça s'explique parce que la salamandre tachetée, c'est une espèce ovovivipare. En gros, c'est la contraction de trois mots latins qui veulent dire œuf, vivant et enfanté. Du coup, après l'accouplement, il y a bien des œufs qui se développent dans le corps de la femelle, mais la petite subtilité, c'est qu'ils éclosent à l'intérieur d'elle. Non mais après, il y a un petit peu de tout dans la nature. Les larves de salamandre sont aquatiques. Elles resteront dans l'eau aussi longtemps que nécessaire, en général quelques mois, avant de prendre leur forme finale. Et c'est à ce moment-là qu'elles en sortiront enfin pour mener leur vie d'adulte. Bon, ok. Salamèche, ça marche peut-être pas trop pour une partie de la vie de la salamandre, mais si ça sort de l'eau, c'est ok du coup, non? Bah le truc c'est que l'eau elle reste utile tout au long de la vie de la salamandre, pas simplement pour sa croissance. Et ça a un lien avec leur peau. Une salamandre, ça a pas d'écailles, ça a pas de poils. Et leur peau, elle est hyper fine, tellement fine qu'elle leur permet carrément de respirer. Et c'est ce qu'on appelle la respiration cutanée. La contrepartie à ce talent, par contre, c'est que la peau des salamandres, elle est super fragile. Bien qu'elle produise un mucus, une espèce de substance visqueuse qui les protège de la déshydratation, une exposition trop longue au soleil est trop loin d'un point d'eau et c'est la mort assurée. Ah, tiens, c'est marrant parce que le talent caché de Salamèche, c'est justement Force Soleil qui fait que sous le soleil, Salamèche a une meilleure attaque spéciale, mais il perd des points de vie à chaque tour. Je sais pas si dans la vraie vie l'attaque spéciale de la salamandre elle augmente, mais en tout cas c'est une bonne comparaison. Du coup, pour se protéger du soleil, la plupart des espèces de salamandres vivent dans des forêts où l'air et le sol sont relativement humides. Et s'il y a des petits ruisseaux et une petite mare à côté, là c'est encore mieux. Tu commences du coup peut-être à voir le lien qu'il y a entre les salamandres et l'eau. Il leur faut de l'eau, mais pas n'importe laquelle non plus. Rappelle-toi, les salamandres, elles ont une respiration cutanée. Et si une molécule aussi petite que l'oxygène peut facilement traverser leur peau, je te laisse imaginer ce qui pourrait se passer si la salamandre, elle se retrouve dans un milieu pollué. C'est une espèce polluo-sensible, littéralement sensible aux polluants. Et pour ça, elle est hyper intéressante en écologie. Vu qu'elle a des besoins spécifiques, quand on la protège, on est sûr de protéger toutes les espèces un peu moins sensibles qu'elle. C'est le principe de ce qu'on appelle une espèce parapluie. Bon, pardon, moi, quand je parle d'écologie, je m'emballe un peu. Bon, avec tout ça, ça explique toujours pas pourquoi les développeurs ont décidé de nous coller une salamandre avec la queue en feu. Bah attends, j'ai fait mes recherches et je crois que j'ai la réponse. En fait, il faut différencier la salamandre l'animal de la salamandre imaginaire, celle de la croyance collective. Le problème, c'est que souvent la frontière entre les deux, elle est très fine. Alors, Pline l'Ancien, c'est le premier à laisser une trace écrite de la salamandre l'animal dans sa gigantesque Histoire naturelle au 1er siècle après Jésus-Christ.
Il décrit la salamandre comme un animal issu de la moelle épinière de l'homme, parce que c'est un petit peu une forme de serpent, et qui a pour propriété surprenante de pouvoir éteindre un feu, mais il ajoute pas de précision. Bon, après, attention, hein, parce que le Pline, il a quand même sorti pas mal de dingueries, hein, du genre oui, une femme qui a ses règles, ça fait aigrir le vin doux par son approche, les fruits de l'arbre contre lequel elle s'est assise tombent, son regard ternit le poli des miroirs. Et attends, je te donne même la meilleure, la rouille s'empare aussitôt de l'airain et du fer et une odeur fétide s'en exhale. Ouais, mais les mentalités, elles ont évolué depuis quand même, non ? Bah, c'est-à-dire... Ouais, bon. La salamandre, donc. Alors, il y a quelques auteurs qui, entre-temps, vont associer la salamandre et son prétendu pouvoir de feu, et vont donc l'ancrer dans la mémoire collective. Mais c'est vraiment au moment de la Renaissance en France que le feu va être pour de bon associé à la salamandre, et ce pour 2 raisons. Déjà, notre Frenchie, François d'Angoulême, qui est François Ier, qui choisit la salamandre pour emblème. Il en fout partout, comme sur les plafonds du château de Chambord, sur les pièces de monnaie, et à chaque fois, il y a du feu dans notre histoire. Ce feu, il a évidemment toute une symbolique de destruction de l'ennemi, de purification religieuse, ce qui fait de la salamandre un emblème absolument parfait pour les valeurs mignonnes que veut promouvoir François. Et puis, il y a aussi Paracels, à peu près au même moment, c'est-à-dire XVIe siècle. Son nom, il dit peut-être pas grand-chose, mais le gars, il était médecin... philosophe, alchimiste et surtout très croyant. Et son idée pour la compréhension du monde, c'est la théorie des 4 éléments, à savoir l'eau, le feu, la terre et l'air. Et chacun de ces éléments est personnifié par une créature. Et pour le feu, bingo, on y retrouve la salamandre. Puis il y a aussi les croyances populaires. Par exemple, on a des écrits qui expliquent que des salamandres ont été vues en train de sortir d'un feu. Alors spoiler, mais en fait la salamandre, c'est juste qu'elle crèche dans du bois mort. Donc forcément, quand on le ramasse et qu'on le fout dans la cheminée, oui, elles ont tendance à se barrer. Oui, donc en fait, depuis le début, tu sais que le nom de Salamèche, il tient pas la route et t'as juste bossé comme un fou pour étaler ta culture. Non, mais tu vois, c'est super intéressant parce que le truc, c'est que vraiment, entre l'histoire naturelle de Pline et les théories un peu cheloues de Paracels, on est toujours dans la confusion entre l'animal réel et celui un petit peu légendaire popularisé par François Ier. Bon, et du coup, j'imagine que dans tes innombrables recherches, t'as bien trouvé la raison de cette confusion. Bah, c'est pas clair. L'interprétation la plus probable, ça paraît venir du fait que la salamandre ait été considérée comme un lézard, un reptile, voire même décrite parfois comme un dragon par beaucoup de naturalistes tout au long de l'histoire. Et forcément, les lézards, les dragons, eux, on les associe beaucoup plus au feu. Par exemple, Carl von Linné, un très grand naturaliste du XVIIIe, qui a fait une classification monumentale de bon nombre d'espèces végétales et animales, considérait lui aussi la salamandre comme un lézard. Mais c'est avec le temps qu'on va commencer à la dissocier des reptiles et à essayer d'écrire empiriquement la salamandre. Notamment ce bon vieux Pierre-Louis Moreau de Maupertuis, qui tente quelques petites expériences, dont celle très subtile de jeter des salamandres dans le feu. Et forcément, quelle ne fut pas sa surprise lorsque, elles ont brûlé. C'est fou, mais des animaux dans le feu, ça brûle. Mais Maupertuis, il a aussi vu que, en brûlant, les salamandres, elles produisent une sorte de liquide blanchâtre qui, lui, a la surprenante capacité d'éteindre le feu. Alors bon, il faudrait pas mal de salamandres pour éteindre le feu de ta cheminée, mais en tout cas, il explique pas mal ce que Pline mentionnait déjà quelques siècles auparavant. Et tant qu'on y est, Maupertuis, il a aussi fait des expériences sur le supposé poison des salamandres. Mais ça, éventuellement, on en reparlera un autre jour. Bon, si on résume, Salamèche porte bien mal son nom, puisque les salamandres sont avant tout des animaux qui vivent dans des milieux relativement humides, mais au final, son nom tient quand même un peu la route si on s'attache aux croyances et à la symbolique de la salamandre. Et du coup, on peut se dire que finalement, le nom, il est plutôt bien trouvé. Surtout lorsqu'on voit que les évolutions de Salamèche font aussi référence à des descriptions de la salamandre au fil des âges. Et puis, il y a un autre aspect qu'on n'a pas vraiment traité. C'est qu'on parle de la traduction française. Et ça, c'est aussi important. Que ce soit en anglais, on dit Charmander, ou en allemand, Glumanda, on retrouve aussi cette référence à la salamandre. Sauf qu'en japonais, c'est plus nuancé. Alors certes, Itokage, ça veut littéralement dire salamandre, mais c'est aussi une composition de hi, le feu, et de tokage, le lézard. Et là, tout de suite, on tape beaucoup plus juste. Alors, est-ce que les Japonais sont tout aussi confus que nous pour différencier l'animal de la créature ?
Bah j'en sais rien, tu t'y connais toi en japonais? Bah pas trop, mais en ce moment je suis en train de re-regarder les épisodes de Naruto et du coup... Ouais voilà, on n'a pas forcément les compétences nécessaires pour aller plus loin. Ninpo. Nous, ce qu'on voulait, c'était vous amener à apprécier tout ce qu'on peut apprendre en utilisant le jeu vidéo comme source d'inspiration. Dans Pokémon, certes, comme dans plein d'autres jeux vidéo, il y a des appels à la curiosité et à la culture qui sont faits. Notre idée avec Culture Poké, c'est d'essayer de prendre des éléments de Pokémon, d'extrapoler et de vous partager ces quelques notions qu'on a pu apprendre. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu et n'hésitez pas à nous faire des retours s'il y a des Pokémon que vous souhaiteriez voir traités sous cet angle. D'ici là, nous, on a quand même encore quelques petits sujets dans notre poche et on vous dit à bientôt pour un prochain Culture Poké.